Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Meilleurs vœux, la santé et surtout plein de bonnes affaires pour 2026. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce flash marché, ce premier flash marché de janvier 2026. De nouvelles perspectives, de nouvelles allocations patrimoniales peut-être. Vous saurez tout dans quelques instants. L'actualité de Force Patrimoine, c'est donc deux formations au mois de janvier. Une formation qui attaque la semaine prochaine sur 2 jours de demi-journée. Donc du coup, c'est sur le dirigeant remarié, hein. Donc spécialisation patrimoniale et notariale. Et la deuxième journée de formation, ça sera autour de la société civile avec les enjeux civils euh, avec Émilie Laurent, une approche juridique essentiellement et matrimoniale et patrimoniale également. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à l'équipe de Flash Marché pour cette nouvelle année. Jean-Marc, Émilie et tes invités, vos invités pour ce nouveau Flash Marché. Merci à tous et encore mes meilleurs vœux. Alors, Émilie, on va mettre le son. Hop, toutes mes excuses, j'avais pas le son. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce flash marché pour bien débuter l'année. On va commencer tout de suite par la partie macroéconomie avec nos assets, donc Claude, Sébastien, Armand et nos partenaires donc Youfeng et Pierre-Yves. On a beaucoup d'actualités ce matin. On aura entre 20 minutes et une demi-heure de flash de macroéconomie. Puis après, on fera un point formation avec Youfeng sur comment construire un conseil pertinent via Board. Bon webinaire à tous. Qui veut prendre la main? Jean-Marc, tu peux introduire? Oh bah je vois que Armand et Claude se regardent en chien de fusil, t'y vas, j'y vais ou autre. Qui dégaine en premier? Je laisse Armand, vas-y. Je sais pas Non, quels la sont les classe de slides. Ah, l'ancien. c'est les miens, autrement, c'était Il les tient en slides. Non, non, premier. non, bah, si c'est pour. Oh, bah, allez, puisque mes slides sont à l'écran, je vais commencer. Donc, un petit rappel sur 2025, hein, puisqu'il faut toujours regarder, comme le dit Warren Buffett, la lunette arrière est toujours plus propre que le pare-brise avant. Donc, voir un peu ce qui s'est passé derrière nous, puisque vous l'avez vu, l'actualité de ce début d'année est assez riche, même si sur les marchés financiers, enfin assez riche en tout cas, compliqué pour certains, même si ça n'a pas eu vraiment de grosses incidences sur les marchés financiers. Un petit rappel quand, un petit rappel quand même de ce qui s'est passé en 2025. J'ai de l'écho, je pense. Donc les marchés mondiaux, comme on le voit, ont progressé globalement d'un peu plus de 20%, hein, avec un Standard Poor's 500 donc américain de plus de 18%, un Eurostock 50 européen donc de plus de 19%, et le Topix japonais de plus de 23%. Le fait marquant quand même de cette année 2025, c'est la baisse du dollar américain qui a reculé de plus de 10%, ce qui enregistre la plus forte baisse depuis 1991. Les autres faits marquants, on en a tous entendu parler de Nvidia, hein, qui dépasse les 5000 milliards de dollars de capitalisation, hein, qui peut être aussi un risque, hein, quand on anticipe les risques sur 2026. Donc, une entreprise qui représente une telle capitalisation, quid de la suite. Et puis, avec les risques géopolitiques et autres tensions, le prix de l'or qui a progressé de plus de 60%. Pareil, historiquement, c'est un événement quand même assez important, une flambée de l'or, hein, quand on regarde un petit peu le graphique là, que je vous ai mis, c'est vraiment un, un seuil, en tout cas un plafond de prix de l'or qui est assez exceptionnel. Et puis le pétrole est passé en dessous des 60 dollars.
On va voir si ce qui s'est passé au Venezuela aura une incidence sur le prix de l'or dans les mois qui viennent, sachant quand même que si une volonté de remise en état des moyens de production du pétrole au Venezuela, ça va pas se faire en 6 mois, hein. Les spécialistes parlent quand même d'au moins 5 ans pour la remise en route des capacités que connaissait le Venezuela il y a une décennie à peu près. Si on regarde donc le slide suivant, les perspectives 2026, alors moi je me méfie toujours quand même de ces prévisions parce qu'on sait ce qu'il en est, hein. On peut avoir un événement ou des événements qui remettront en cause ces choses-là. Les forces, c'est plutôt une résilience économique quand même face aux droits de douane, hein. On voit quand même qu'il y a, bon, ça a eu un choc important lorsque Donald Trump a imposé ces nouvelles taxes. Mais bon, il y a une certaine résilience qui fait qu'on voit ça de façon positive. On a des dépenses d'investissement technologique et une réorientation de la politique industrielle, hein. On voit bien que on ne parle que d'IA, on ne parle que de nouveau un nouveau cycle vraiment sur la puissance informatique. Les assouplissements des banques centrales avec des liquidités qui reviennent aussi. Donc ça, ce sont les forces. Et sur les risques, on a peut-être des valorisations et des concentrations qui sont extrêmes, hein. Je vous l'ai dit précédemment sur Nvidia, ça peut avoir un impact important, hein. À un moment donné, si la bulle se dégonfle, ça peut avoir une incidence de façon globale sur les marchés. La répression financière et la domination fiscale aussi, qui sont un risque pour nous. Je ne ferai pas de politique ni nationale ni internationale là-dessus, mais enfin, c'est un risque, nous, qu'on anticipe. Et puis, toujours ce risque géopolitique, hein, sur fond de désordre contrôlé, c'est-à-dire que malgré tout, on revient peut-être à des scénarios géopolitiques où chaque grande puissance se redistribue un peu le monde. Mais ça, on pourra. Le slide suivant sur donc le potentiel de croissance, hein, des différentes économies. Donc, à horizon 2027, donc on a quand même une croissance toujours tirée par les émergents, même si celle-ci faiblit un peu. On voit l'Inde avec des prévisions de croissance de 6,5% pour 2027, 4,2% pour la Chine par rapport à 7 et 4,9% en 2025, et puis une croissance mondiale, voilà, un petit peu en retrait, mais quand même une croissance assez intéressante. Et puis, à côté, le graphique à côté, sur les niveaux d'inflation, à part l'Inde, où on a vraiment un doublement de l'inflation en prévision pour ces 2 prochaines années, pour le reste des économies mondiales, plutôt une baisse de l'inflation avec une stabilisation peut-être autour de 2%. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. On a interrogé quand même les grands investisseurs et quelles pourraient être les perturbations que pourrait connaître le marché en 2026. Ce qui vient en premier, c'est la hausse de l'inflation, donc avec 35%, même si ce n'est pas dans nos scénarios, une stagflation autour de 29%, l'instabilité politique et la politisation des banques centrales. Ça, c'est parmi ces risques-là. Quand on interroge les professionnels de l'investissement, 63% conviennent que nous sommes dans une phase de fin de cycle, hein, tout en étant dans un premier stade d'un cycle financier porté par les technologies, hein. Les technologies, on va encore en entendre parler, on le voit. Alors, est-ce que, encore une fois, Nvidia, hein, cette capitalisation quand même qui est énorme, est-ce qu'on atteint un sommet? Est-ce que ça va se poursuivre? Tout ça sera, je pense, dans l'actualité de 2026. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. La consommation et les dépenses d'investissement technologique donc, ont resté les principaux moteurs de la croissance américaine, hein, quand on voit donc, la contribution à la croissance trimestrielle du PIB par catégorie, et donc tout ce qui tourne autour de l'IA. Et il y a quand même une consommation traditionnelle qui a une certaine résilience aussi. Je ne vais pas non plus vous balancer tous ces chiffres-là, mais c'est pour, voilà, grosso modo quand même, même si ça a été aussi le sujet en 2025, l'IA risque aussi d'être le sujet en 2026. Slide suivant, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, nos scénarios, donc pareil, hein, ça c'est des choses à l'instant T. Voilà, nous on a
un scénario central, donc avec 60% de probabilité, où on est plutôt positif, donc avec une croissance qui serait résiliente, avec un désordre contrôlé. J'aime bien cette expression, qui n'est pas la mienne, hein, mais je l'ai repris de nos économistes, un désordre contrôlé. Bah, le scénario serait haussier, vraiment des marchés, n'est estimé qu'à 10% chez nous, avec un scénario baissier, donc en scénario alternatif à 30%, avec le choc de la politique sur les finances, donc de 30%. Voilà pour ma partie. Je ne veux pas vous en donner plus de chiffres que ça, parce qu'on sait très bien que ces estimations, ben voilà, c'est un instant T. Et quoi qu'il peut se passer sur les marchés, ben on peut revoir ces scénarios dans les mois qui viennent. À toi, Armand. Merci Merci de Claude, je prends le l'intervention. relais. Alors effectivement, on a beaucoup de choses en commun. Alors ce qui est assez intéressant dans ce que tu as dit, c'est que, et c'est un peu la vision de Fidelity, c'est que le scénario central quand même, il est globalement positif pour 2026, et ce malgré quand même des risques extrêmes qui sont non négligeables. Donc tu as parlé de la bulle IA, on en a parlé d'ailleurs le mois dernier, et j'y reviendrai sur quelques chiffres que je voulais vous partager avec vous qui sont quand même assez incroyables. Il y a aussi et tu en as parlé aussi, les niveaux de valorisation et même de concentration des marchés qui sont extrêmes. Si on prend le marché américain aujourd'hui, c'est un marché qui se traite à 24 fois les bénéfices. Pour rappel, la moyenne historique, elle est plutôt à 16 fois. Et ça ne concerne pas que le marché américain, puisqu'en fait, on s'aperçoit que le marché européen est aussi assez cher par rapport à son historique. Et les niveaux de concentration aussi, puisque les 10 plus grosses capis du S&P, c'est plus de 40% de l'indice. Donc, pour rappel, dans le S&P 500, il y a 500 valeurs, il n'y en a pas que 10. Ce qui montre qu'effectivement, les risques sont assez présents. Et en plus, en ce début d'année, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même des nouveaux risques qui étaient déjà présents l'année dernière, mais qui viennent s'ajouter, qui sont les risques géopolitiques, avec notamment ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe également en Iran, pardon, ce qui peut se passer également demain en Europe avec le Groenland, avec l'annexion du Groenland. Donc on voit bien qu'il y a des jeux politiques qui sont en train de se créer, avec trois grands blocs qui sont en train de se dessiner entre la Chine, les États-Unis et potentiellement la Russie avec l'Europe. Et dans ce monde-là, bah, finalement, les analyses sont quand même assez positifs. Alors après, si on tire le trait sur un peu plus long terme, et je trouve l'analyse assez intéressante, parce qu'en fait, depuis 2020, on a quand même connu des chocs successifs. Pour rappel, on a connu le Covid, on a connu la guerre en Ukraine, on a connu l'hyperinflation, on a connu la remontée historique des taux d'intérêt en 2022, et l'année dernière, on a connu, donc plus récemment, la guerre commerciale. Et malgré ces chocs successifs, comme je l'ai dit, en fait, les marchés se sont plutôt bien tenus sur les 5 dernières années. Et donc, du coup, on a des chocs extrêmes qui vont apporter énormément de volatilité sur les marchés, mais malgré tout, les marchés, en fait, sont assez, on va dire, en ce côté-là, un peu caméléon, et arrivent en fait à se positionner pour finalement aller chercher la croissance là, elle est, sur le moyen long terme. Alors, juste pour partager quelques chiffres avec vous, et notamment sur l'IA, pour compléter le propos de Claude et le propos d'ailleurs du mois dernier. Donc, slide suivante, cette slide-là, j'avais déjà parlé, et slide suivante, par rapport à NVIDIA. Alors, on parle effectivement beaucoup là, des 5 000 milliards. Moi, c'est un autre graphique que j'aime beaucoup montrer et qui compare en fait NVIDIA à Cisco. Donc, Cisco qui était la grande valeur tech des années 2000, lors des l'éclatement de la bulle Internet en 2002 d'ailleurs. Donc, Cisco à l'époque, c'était 4% du PIB américain. Aujourd'hui, NVIDIA, c'est plus de 16% du PIB américain. Donc, au-delà effectivement de la concentration des indices, il y a aussi une concentration aujourd'hui au sein de la croissance américaine, puisque la croissance américaine est principalement tirée par un petit nombre de valeurs. Et d'ailleurs, si on regarde sur la slide suivante, ces petits nombres de valeurs, quand on parle en fait des CAPEX dans l'intelligence artificielle, les dépenses en investissement sont très concentrées également sur un petit nombre de valeurs. Et c'est notamment Alphabet, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Meta, mais c'est aussi Nvidia. Et qui, en fait, ont porté la croissance en 2025 et qui vont vraisemblablement continuer à porter la croissance en 2026. Celle suivante. Donc après, c'est vrai qu'il y a quand même des différences par rapport aux risques extrêmes qu'on a connus en 2000. Ça, j'en avais déjà discuté, mais c'est quand même assez intéressant sur le graphique de gauche. C'est de montrer qu'effectivement, en 2000, il y avait un découplage de valorisation entre la valorisation et la rentabilité des entreprises, parce qu'il y avait assez peu de valeurs qui étaient rentables en 2000. Pour rappel, les free cash flow, le rendement des free cash flow des entreprises tech en 2000 était négatif. Il est positif aujourd'hui. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le graphique de droite, parce que cette bulle de valorisation est finalement accompagnée par une croissance des résultats des entreprises. Et alors après, c'est vrai, c'est un risque qui est un peu différent, c'est que les attentes de croissance des bénéfices des entreprises tech sont colossales. Et ça explique pourquoi
quand on regarde les price earnings, les fameux PE, sont assez faibles, à 27 fois les bénéfices, par rapport à ce qu'on a connu en 2000, à 52 fois les bénéfices, ou même dans les années 90 avec le Japon, puisque les banques japonaises se traitaient à 67 fois les bénéfices. Et finalement, quand on regarde les PE, ils sont assez faibles. Mais en fait, ils sont assez faibles parce qu'on prend les bénéfices anticipés futurs. Et en fait, ceux-ci sont extrêmement importants et sont portés également par un petit nombre de valeurs. Alors, juste aussi par rapport au graphique de droite, donc c'est pas forcément très lisible, mais je le trouve assez intéressant. En fait, c'est pour montrer qu'on est quand même dans un cercle quand on parle d'intelligence artificielle, où en fait, tout le monde traite avec tout le monde et en fait, c'est un petit nombre de valeurs qui traite avec un petit nombre de valeurs et finalement, les clients et les fournisseurs se retrouvent assez régulièrement. Si je prends typiquement le cas de OpenAI, donc qui est une boîte privée, OpenAI, donc effectivement, ils ont des dépenses, des anticipations de dépenses d'investissement justement pour développer l'intelligence artificielle. Là, pour rappel, c'est à la base de ChatGPT. C'est plus de 1500 milliards de CAPEX engagés, alors que le chiffre d'affaires de la société, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, on a une vraie déconnexion. Et en fait, du coup, il y a des problèmes de capitalisation par rapport à Nvidia, qui est régulièrement d'ailleurs recapitalisé par l'État et même par des fournisseurs tels que Nvidia, qui finalement, dès que Nvidia met de l'argent dans OpenAI, par les commandes d'OpenAI faites à Nvidia, Nvidia récupère 60% de ce qu'elle met dans OpenAI. Donc, on voit effectivement qu'au-delà effectivement des bulles de valorisation, au-delà effectivement de la concentration du marché et même du PIB américain sur un petit nombre de valeurs, on s'aperçoit aussi que cet écosystème est quand même chercher le mot, mais on est vraiment dans un cercle fermé. Donc ça peut être effectivement un risque majeur. Malgré tout, tout de même, quand on regarde au-delà de ça, slide suivante, ce qui est assez intéressant, c'est on commence à observer des gains de productivité dus justement à l'intelligence artificielle. Et effectivement, quand on prend la période 2000-2024, on a eu un sursaut de gains de productivité par rapport à la période 2012-2019. C'est 2 fois la productivité qu'on avait connue on va dire entre 2012 et 2019, ce qui est assez important, qui est en partie tiré justement par l'IA et qui risque de s'accélérer au fur et à mesure qu'on va adopter l'intelligence artificielle. Et ça, c'est extrêmement important pour la croissance et extrêmement important également pour les marchés. Si on prend la slide suivante et on fait le comparatif en fait avec les services de dette, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait les sociétés aujourd'hui américaines et notamment au sein de la tech sont finalement assez bien capitalisées, ce qui veut dire que en fait les dépenses d'investissement ont été jusqu'à maintenant financées par le cash que ces sociétés-là, donc ils commencent à faire office de la dette. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on commence à avoir du parti de la dette, on commence à avoir des baisses de taux qui vont permettre justement de se refinancer à des coûts qui sont quand même assez faibles, qui sont de plus en plus faibles en tous les cas, qui va continuer de porter justement la croissance et les dépenses d'investissement. Slide suivante. Donc toujours sur la thématique de l'IA, la slide est intéressante. Donc c'est un ratio, on aurait pu prendre un autre, mais qui en fait qui traque l'euphorie des investisseurs. Donc on commence à avoir une certaine euphorie autour de la bulle IA. Mais pour l'instant, on est quand même assez loin des niveaux qu'on a pu connaître dans les années 2000. Donc, c'est quand même assez ça intéressant, c'est que les gens sont conscients du grossissement, si je puis dire, de la bulle IA. Donc du coup, cette euphorie est pour l'instant assez importante, mais également assez maîtrisée à l'heure actuelle. Mais effectivement, ça peut changer assez vite. Celle suivante, qui est sans doute la salle que j'aime beaucoup, qui montre comment se comportent en fait les marchés américains après des baisses de taux. Donc, dans le cas où on aurait de la croissance, et c'est visiblement ce qui est anticipé par les analystes, comme l'a montré Claude tout à l'heure, si effectivement on a une baisse des taux combinée à de la croissance, ça apporte effectivement une hausse des marchés financiers. Par contre, si on a une récession, c'est le graphique en gris que vous avez, forcément les marchés vont avoir tendance à baisser. Et si on veut continuer à faire le parallèle avec 2000, c'est assez intéressant puisque effectivement, il y avait déjà une euphorie à la fin des années 90 sur les valeurs tech aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est Alan Greenspan, donc le patron de la Fed à l'époque, qui parlait déjà en 96 d'exubérance irrationnelle. En 96, il parle justement des marchés qui sont déjà euphoriques. En 98, il commence à baisser les taux. Et en fait, la bulle éclate que bien plus tard, puisqu'elle éclate en mars 2000. Donc, on voit qu'il s'est passé quand même 4 ans avant qu'on ait l'explosion de la bulle. Alors, je ne dis pas que les situations sont similaires, mais ce qui montre qu'entre le fait d'anticiper une bulle et de la voir et le moment où elle va éclater,
il peut se passer quand même pas mal de choses. Et entre-temps, les marchés ont quand même fortement performé entre 96 et 2000. Donc, si on continue, donc voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé, c'était pour montrer la concentration à la fois en termes de valorisation et en termes de pondération du marché américain. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que dans un environnement de baisse des taux, il y a quand même pas mal de valeurs qui ont été en retard. Je pense notamment à la value américaine, à la différence de la value européenne qui a fortement augmenté, même la value mondiale. Quand on regarde la value au niveau global, a quand même très, très bien performé l'année dernière. Euh, pour autant, la value américaine est quand même assez en retard par rapport à la croissance américaine. Et on peut se dire, dans un environnement où les marchés sont fortement concentrés, les niveaux de variation sont assez importants, et on est dans une situation de baisse des taux et on va dire, de relations bilatérales au niveau commercial qui commencent à s'atténuer, on pourrait avoir effectivement un effet d'entonnoir, de rebasculement en fait de valeurs de croissance vers la value, et donc qui pourrait porter en fait les valeurs un peu plus décotées. Slide suivante. Slide suivante, j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors après, si on regarde zone par zone, donc là, on a beaucoup parlé des US, mais la Chine est assez intéressante puisque c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. Après, on va dire la forte correction des valeurs chinoises entre, on va dire, fin 2000 et 2024, à l'été 2024, on a eu un rebond depuis l'été 2024 assez important sur les valeurs chinoises qui, quand on s'intéresse en fait au sous-jacent, a été surtout porté par les valeurs tech chinoises, d'ailleurs, qui superforment beaucoup plus l'année dernière que les valeurs tech américaines. Alors, ce qui est assez intéressant sur le graphique, sur la slide d'après, je trouve, c'est que ce rallye sur les valeurs chinoises a surtout été porté par les institutionnels chinois. Puisque le graphique de gauche, en fait, le taux de détention des valeurs chinoises par les acteurs étrangers sont quand même assez faibles, n'a pas augmenté, malgré le rallye qu'on a pu observer. Et graphique de droite, quand on montre l'allocation d'actifs des ménages chinois, on voit qu'en fait, il est très concentré sur l'immobilier et le cash. Donc l'immobilier a baissé, puisque en valeur, en fait, l'immobilier a fortement baissé avec la crise immobilière qu'on a connue en Chine. Et le cash, à contrario, a fortement augmenté, puisque du fait de l'effet richesse, pour compenser en fait cette baisse du patrimoine financier, du patrimoine global, du fait de la baisse des prix immobiliers, les Chinois ont eu tendance en fait à accumuler du cash, ce qui fait que d'ailleurs on a eu un retard de croissance en fait en Chine. Et à l'inverse, en fait, ce qu'on voit, c'est que les actions détenues par les ménages chinois sont quand même très faibles et n'ont pas augmenté. Ce qui veut dire qu'en fait, le rallye qu'on a observé jusqu'à maintenant, ce rebond sur la valeur chinoise, n'a ni été porté par les investisseurs étrangers, ni par les ménages chinois. Ce qui veut dire qu'on a un potentiel en fait d'accompagnement de ce rallye sur la valeur chinoise, pour autant qu'on arrive justement à renouer avec la croissance, avec la confiance des ménages chinois. Donc, ça peut être un relais de croissance assez important. Slide d'après, donc ça c'est sur les dépenses, slide d'après sur les dépenses de CAPEX en Europe. C'est assez intéressant puisqu'on observe une augmentation assez nette des dépenses en investissement en Europe également, ce qui change avec la période récente qu'on a pu connaître en Europe où effectivement il y avait assez peu de dépenses en investissement, ce qui peut être assez bénéfique pour la suite. Et tout ça va évidemment être accompagné par le plan de relance allemand qui va évidemment qui devrait doper la croissance allemande. Ce qui, quand même, malgré le marasme, on va dire, économique et même politique, en tout cas en France, et économique en Allemagne, on peut avoir des bonnes nouvelles de ce point de vue-là et qui pourraient porter la croissance européenne. Slide après. Donc le Japon, c'est un peu l'arlésienne, mais ça vaut le coup tout de même d'en parler, je trouve, puisqu'on a pas mal de choses qui changent. Effectivement, on a l'inflation qui augmente fortement au Japon, ce qui incite d'ailleurs la Banque centrale japonaise à commencer à augmenter ses taux. C'est quand même une situation quand même assez anodine si on regarde sur les 30 dernières années. Mais le graphique de gauche est assez intéressant puisque, alors, ce qui peut faire peur en fait en Chine, c'est qu'on commence à augmenter les taux courts, comme on l'avait connu en fait à l'été 2024, qui avait entraîné du fait de débouclement d'opérations de carry trade une correction assez massive sur les valeurs japonaises et également sur les techs américaines. Alors, quand on s'intéresse aux fondamentaux quand même du marché japonais, c'est on observe qu'on a beaucoup de croissance, c'est la graphique bleue que vous voyez, que oui, effectivement, on a les taux qui augmentent, mais finalement, quand on regarde les taux réels du retraité de l'inflation, en fait, ils sont négatifs.
Et ça, c'est généralement assez porteur pour l'économie. Et si on regarde par rapport du point de vue des entreprises, on a quand même les bénéfices utopiques qui sont en forte augmentation. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'endroit dans le monde où la croissance des bénéfices est la plus forte. Si on regarde la slide d'après, on a une forte accélération. Donc tout ça est accompagné quand même d'une forte accélération des annonces et rachats d'actions. C'est quand même assez bénéfique pour les valeurs japonaises. Et enfin, une sous-pondération des valeurs japonaises dans l'allocation des fonds d'actifs mondiaux, en fait, dans les fonds globaux. Donc, on pourrait avoir effectivement cet effet accompagnement sur les valeurs japonaises. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'arlésienne. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent attendu des rebonds sur les valeurs japonaises qui finalement ne sont pas on va dire, vérifiés, mais en tout état de cause, les fondamentaux sont là aujourd'hui. Donc, on peut effectivement mettre un petit billet aujourd'hui sur le Japon. Slide d'après, donc, qui est pour le coup très actuel, puisqu'on parle ici des émergents, ce qui va me permet de faire le lien avec l'actualité géopolitique et notamment avec le Venezuela. Mais effectivement, on reste quand même globalement positif sur les émergents du fait, de la faiblesse du dollar, du fait que les soldes budgétaires sont quand même assez solides aux émergents, ce qui change avec les périodes qu'on a pu connaître par le passé. Et slide d'après, ce qui est intéressant également, c'est évidemment les écarts de valorisation graphique de droite, mais après, on s'intéresse du point de vue purement énergétique. C'est pas nouveau, hein, mais c'est assez intéressant puisque c'est très actuel quand on parle d'intelligence artificielle ou même quand on regarde ce qui est en train de se passer du point de vue géopolitique avec les États-Unis. C'est qu'en fait, la plupart des matières premières, que ce soit fossiles ou même minérales, se retrouvent en fait dans les pays émergents. Et quand on parle d'intelligence artificielle, donc c'est les terres rares notamment. Donc on voit que les terres rares sont principalement détenues et produites en Chine. C'est plus de 60 à 70% de la production et l'exportation de terres rares dans le monde. Et ça peut être effectivement un game changer à plus long terme du fait du développement sur ces réseaux-là. Par rapport à ce qui se passe sur le Venezuela, alors évidemment, il y a une volonté, effectivement, on ne va pas se cacher, hein, de Trump de mettre un peu la main sur le pétrole Venezuela, qui est, pour rappel, un pétrole lourd, qui est nécessaire pour le pétrole de schiste américain pour pouvoir justement le raffiner. Donc c'est quand même assez stratégique pour les États-Unis. Donc on va sans doute observer une volatilité sur les prix du brut à court terme, mais en toute état de cause, et comme l'a rappelé Claude tout à l'heure, dès le moment où on aura effectivement la machine de production mise en place, pour autant qu'on ait un gouvernement qui soit allié des Américains, ce qui n'est pas forcément dit, hein, il faut quand même avoir ça en tête. C'est pas parce que Maduro est parti que le Venezuela va se mettre aux ordres des États-Unis. Mais en tout cas, si ça arrive, on peut effectivement avoir sur un horizon 2 à 4 ans des effets à la baisse sur les prix du pétrole. En tout état de cause, quand on observe ce qui s'est passé récemment, on a quand même une augmentation assez forte des actions des compagnies pétrolières américaines en anticipation en fait de ces dépenses d'investissement et de on va dire ce nouveau marché qui s'ouvre pour les pétrolières américaines. Sur l'or aussi, on en a parlé, on est sur un plus haut historique, mais tout ça, ça crée quand même de l'incertitude géopolitique. On ajoute à ça ce qui se passe en Iran, on ajoute à ça au fait que la guerre en Ukraine n'est toujours pas résolue. On peut ajouter aussi à ça la problématique du Groenland, savoir si on va avoir une annexion des États-Unis du Groenland, ce qui pourrait entraîner quand même des tensions avec l'Europe. On va voir à quel point l'Europe est unie ou pas. Mais en toute état de cause, en cas d'incertitude politique, même si l'or est haut, en général, ça fait quand même le jeu de l'or. Donc, on peut avoir encore de la volatilité sur l'or. Mais si effectivement on a un monde qui se fragmente, on peut avoir un rallye sur l'or qui continue. Voilà, j'ai dit pas mal de trucs, je vais m'arrêter là. Alors là, Jean-Marc, je merci sais pas si tu veux Armand. prendre la main. Oui, Armand, je vais si tu rajouter veux, deux, trois petites choses ouais, avant j'avais un que, petit que truc Pierre nous aussi. fasse un petit briefing crypto rapidement. La réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que la géopolitique, en fait, les marchés, ils sont de moins en moins sensibles, pour ne pas dire déconnectés. Et quand on regarde ce qui se passe et qu'on regarde les records qui s'enchaînent sur tous les indices mondiaux, hein, quand on regarde que ce soit l'Asie-Pacifique, les États-Unis, l'Europe, le FTSE, l'IBEX, tout ça, donc on voit que la géopolitique, finalement, les marchés, depuis quelques années, s'en détachent largement. Ce que vous avez souligné par contre et qui est important, c'est que finalement, le seul étalon, c'est le pétrole. Voilà, c'est la seule chose qui peut paniquer au niveau des marchés financiers, c'est évidemment une crise pétrolière, hein, mais c'est pas tant le Venezuela pardon, qui va poser question, c'est 1% de la production mondiale, le Venezuela. Donc c'est pas
c'est pas là que sont les choses. Et tu as raison, Armand, comme Claude, vous avez raison. C'est plutôt la situation en Iran. On a quand même un double effet qui se coule qui est assez sympathique, notamment pour les Américains, les Israéliens. C'est que l'Iran, il y a un soulèvement populaire qui tient fort. Ça commence à paniquer. C'est comment va se faire cette transition? Si elle se fait, comment elle va se faire? Et est-ce qu'elle va se faire avec ou non l'intervention au sol des Américains? Parce que c'est quand même une. Voilà, donc c'est plutôt l'Iran dans toutes ces crises qui va peut-être donner le LAT 2026. Et si on parle pétrole, vous avez raison, on parle matière première. L'or bat des records, mais l'aluminium bat des records, le cuivre bat des records, hein, il y a une vraie thématique potentiellement. Alors c'est pas tant qu'on manque de cuivre, hein, on a des vraies réserves, mais là je dirais que c'est plutôt le robinet, hein, c'est de transformer en fait les carrières de cuivre et d'aller chercher le cuivre. C'est le robinet en fait qui a un problème de débit plus que des problèmes de réserve. Donc on a une vraie thématique, Yufeng, et je vous le dis tous, hein, je pense sur les semaines qui viennent et peut-être le prochain flash marché sur les matières premières, de faire un focus matières premières. Il reste une chose en tension potentielle géopolitique, bah, c'est Taïwan. C'est peut-être l'année ou les mois qui viennent où la Chine va revendiquer son droit sur Taïwan, même si ça fâche beaucoup de monde quand on dit ça. Juridiquement, la Chine peut revendiquer un droit sur Taïwan à un moment donné. Et là, c'est TSMC, vous savez tous, hein, c'est les semi-conducteurs, et de se poser la question, là, c'est que dans un cas comme ça, effectivement, une crise à nouveau sur les semi-conducteurs, qui sera différente, hein, de ce qu'on a connu avec le Covid, rappelez-vous, mais peut changer un peu la donne. Après, moi, je conclurai sur ce que j'entends, c'est comme toujours, dans une allocation d'actifs, il faut tout. La Chine qui marchait pas depuis 4 à 5 ans, vous voyez, Asie-Pacifique, c'est remonté, ça repart. Les banques qui surperforment depuis 5 ans peuvent encore donner des choses. Le pharmaceutique qui est un peu éteint depuis 2 3 ans, ben, il y a quand même quelques espoirs dessus. L'armement donne beaucoup d'idées, mais c'est du long terme. Donc l'allocation d'actifs, en fait, c'est de la diversification. Et là où il faut jouer, en fait, c'est sur les pondérations de chaque classe, hein, d'actifs et de secteurs géographiques. Messieurs, est-ce que j'ai dit une bêtise ou voulez-vous rajouter quelque chose? Jean-Marc, je C'est complète un peu sur le risque géopolitique, hein. Je suis totalement d'accord avec toi que en fait, le marché depuis ces 3 4 ans, d'ailleurs, Armand a souligné, a envie de prendre le bon côté du risque politique, géopolitique, là. Et le véritable risque, je dirais, jusque-là, le marché a montré qu'il s'en tapait complètement. Et là, le véritable risque géopolitique, vraiment, c'est comme tu l'as souligné, c'est l'éventuelle intervention du gouvernement chinois sur Taïwan. Pas forcément pour une question de est-ce que Taïwan, Venezuela, c'est la même chose. C'est tout simplement pour la première fois depuis 80 ans, deux premières économies du monde vont se taper dessus. Et là, voilà, il s'agit de l'argent, on parle pas de morale. Il va avoir un énorme impact sur le business. Ça, d'un côté l'offre, de l'autre côté demande. Voilà, c'est l'offre qui va taper sur la demande. C'est un peu ça. Ben, sachant très clairement que l'intervention américaine sur le Venezuela, elle fait mal à la Chine, hein, c'est 500 000 barils, je crois, de mémoire, jour, qui sont Ouais. envoyés en Chine, comme elle fait mal à Cuba, comme elle fait mal aussi à l'Iran, on est bien d'accord. Donc, c'est toujours les stratégies de billard à 5 bandes et de proxy, hein. Donc, la Chine a plusieurs façons de réagir. C'est Taïwan, c'est la vente de bonds américains, et c'est de jouer sur les terres rares. Donc, mais ça, on ne le maîtrise pas. Et si on commence à vouloir anticiper ça dans nos allocations d'actifs, on se prend des portes de saloon. Hein, c'est pas du trading, une Et, allocation d'actifs, et et- certainement pas une allocation d'actifs patrimoniale. je suis assez d'accord là-dessus. C'est une sorte de Black Swan, même si le risque est plus proche que jamais. Au-delà de Venezuela, est-ce qu'il coupe la Chine de ce continent? C'est surtout ce qui s'est passé. Trump a montré à la Chine un exemple d'un point de vue droit international et diplomatique que on peut complètement se foutre de tout ce qui s'est passé. Mais bon, globalement, je suis totalement d'accord avec toi et peut-être aussi à souligner, après je compléterai parce qu'il y a une partie prévue aussi sur le plateforme InvestBoard, je vais montrer un peu comment on peut faire la perspective et le look back sur 2025 et 2026. Moi je pense globalement totalement d'accord sur tout. Peut-être juste une petite nuance. Globalement, je pense 2026, le risque potentiel vient principalement de la Chine, encore une fois. Pas forcément que pour le risque politique, aussi pour l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs sous-estiment un peu
le risque downside de l'économie chinoise, qui pour moi est absolument pas négligeable. Voilà. Eh bien, merci Yufeng. Nous n'avons pas Superman ni Batman, mais nous avons Cryptoman. Et si tu veux bien, Pierre-Yves, et ni Macho Man d'ailleurs, hein, c'est bien Cryptoman. Pierre-Yves, nous te laissons. Combien de temps lui laisse, Yufeng? Parce qu'après, c'est toi qui a le gros morceau. Oui, je vais essayer de faire un coup à concis. Bon, moi, Donc, je on vais lui essayer de faire laisse. rapide. Je vais Mais essayer de Merci. non, faire ne rapide. stressons pas, ne Voilà. stressons pas, Pierre-Yves. Non, mais du coup, ça va faire le lien avec le point un peu macro qui a été fait précédemment, parce que bah, aujourd'hui, les cryptos, c'est une classe d'actifs bah, à part entière, hein. Donc forcément, bah, on voit des liens avec les marchés financiers, avec les points macro. Bon, si on peut passer la slide, bah, juste pour, pour, pour commencer, faire un petit point. C'est vrai que la fin d'année n'a pas été très porteuse pour les cryptos, pour Bitcoin et Ethereum, hein. Donc on a eu un petit mouvement, un mouvement de repli. Puisque pour rappeler, le début d'année avait été plutôt très porteur, puisque on avait atteint des nouveaux plus hauts jusqu'au mois de septembre, hein, grosso modo, avec bah, finalement le Bitcoin, c'était un petit peu dans le, on va dire, le top 3 avec l'or des actifs en termes de performance. Et puis c'est vrai que depuis septembre, la dynamique s'est ralentie, on a eu une petite consolidation. Euh, qui s'explique par plusieurs facteurs, hein, puisque depuis bah, début 2023, on avait eu ce nouveau cycle haussier, grosso modo, qui nous a amené de 17 000 dollars à 125 000 dollars au plus haut, qui a été porté par les investisseurs institutionnels, hein, donc soit le lancement des ETF début 2024, les ETF Bitcoin, ou également les institutionnels globalement, puisque aujourd'hui, euh, de nombreux groupes bancaires, financiers, notamment américains, recommandent aujourd'hui une portion de Bitcoin dans une allocation d'actifs entre, on va dire, 2 et 5%, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et même BlackRock, hein, aujourd'hui, dans ses portefeuilles modèles, je ne sais plus exactement le montant, mais je crois qu'il positionne une allocation de 3% sur Bitcoin, alors bien évidemment à travers son ETF, hein, mais donc voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie des allocations d'actifs en termes de diversification ce qui est assez nouveau. Et donc, on a eu cette vague d'adoption. Fin d'année, on a eu on va dire un ralentissement de ces achats, notamment de Bitcoin et d'Ethereum de la part de ces investisseurs institutionnels. Donc, ça s'est bah voilà, juste un petit peu ralenti. Donc, bah, c'est pour ça qu'on a vu finalement une sorte de consolidation qui s'est matérialisée. Et en fin d'année, on a eu, on va dire, un petit stress de marché, puisque depuis maintenant 2 ans, on a cette thématique aux États-Unis de Bitcoin Treasury Company, c'est-à-dire des sociétés cotées et non cotées, mais qui mettent en place une stratégie d'investissement sur du Bitcoin en trésorerie d'entreprise, en fait, pour garder cet actif sur le long terme qui notamment, bah, la société la plus connue, c'est MicroStrategy hein, aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc on peut passer hein, les slides, parce que bon, c'est vrai que j'avance, mais j'ai pas eu les slides. Euh, donc là, voilà, pour résumer juste sur l'année, l'année sur Bitcoin et Ethereum a été négative, hein, les cours ont terminé à moins 6,4 et moins 11%. Depuis le début de l'année, on est repassé en fait au-dessus des 90 000 dollars. Mais voilà, on a eu une année 2023 finalement 2025 de consolidation après 2 années depuis 2023 de forte progression. Donc finalement, est-ce que c'est inquiétant? Pas forcément, puisqu'on sait très bien que bah, à un moment donné, il faut un petit peu que le marché respire hein, quand on a des progressions aussi fortes. Donc c'est plutôt voilà, rassurant en termes de construction des prix sur le long terme. On voit également quand même des supports assez importants à 80 000 dollars, 70 000 dollars, 65 000 dollars. Euh, Sachant qu'aujourd'hui, on peut plus ou moins estimer quand même des prix planchers sur le Bitcoin, ce qui est assez intéressant sur cet actif, par rapport au mécanisme de minage de Bitcoin, puisqu'on sait aujourd'hui, on connaît les prix de rentabilité sur cette activité, donc de participation à la sécurisation et à la validation des transactions sur le réseau Bitcoin, hein, et qui est autour de 65 000, 70 000 dollars. Donc,
historiquement, les cours peuvent passer vraiment de façon temporaire sous ces niveaux-là, mais sur le moyen long terme, ça reste plutôt des points d'entrée attractifs avec des espérances de rendement plutôt positives, plutôt très attractives. Donc, enfin, un couple rendement-risque attractif. Si on peut passer, donc juste après, savoir, juste pour rappeler ce qui s'est passé en toute fin d'année, ce qu'on a eu, c'est que bon, il y a eu, mais comme sur les marchés financiers, il y a aussi des craintes sur la hausse des taux au Japon, puisqu'il y a quand même pas mal de réduction de l'effet de levier du carry trade, ce qu'on appelle via les taux qui étaient à zéro hein, au Japon, mais qui aujourd'hui reviennent sur des niveaux quand même significatifs hein, historiquement. Euh, et après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'historiquement, toute forte hausse des taux au Japon a été poursuivie d'une consolidation ou d'une crise en fait, sur les marchés financiers. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais on a un petit peu on va dire ce risque-là. Et puis, surtout, ce qu'il y avait eu en fin d'année, ce qui a été levé pas plus tard qu'avant-hier, sur la slide d'après, c'est que MSCI, donc la société qui construit des indices boursiers, envisageait de requalifier finalement les entreprises qui détenaient massivement du Bitcoin, donc c'est Bitcoin Treasury Company, en fonds plutôt qu'en entreprise. Et donc, ce qui pouvait avoir pour répercussion la sortie de ces entreprises des indices MSCI. Et donc ça, finalement, ça aurait entraîné par rapport à la gestion passive, hein, les ETF, des retraits, en tout cas des ventes massives sur ces sociétés, qui auraient pu entraîner des problèmes de liquidité, in fine aussi sur le Bitcoin, et donc des ventes massives de Bitcoin, puisque ces sociétés auraient dû quand même déleverager fortement leur position Bitcoin. Donc maintenant, ce risque-là a été levé, puisque avant-hier, MSCI a statué que pour le moment, ces sociétés n'allaient pas être retirées des indices MSCI parce que principalement, ça entraînerait une perte trop importante pour les investisseurs, mais aussi pour MSCI. Donc pour l'instant, ils ont statué que ça continue. Donc c'est plutôt rassurant parce que sinon, en termes de flux, ça aurait pu entraîner des milliards de ventes, des milliards de dollars de ventes sur ces actions-là. Et donc, par répercussion, par exemple, MicroStrategy, hein, on sait qu'elle a acquis ces bitcoins avec de l'effet de levier, c'est-à-dire en vendant soit des obligations convertibles ou autres. Maintenant, elle va être soumise en fonction du prix du bitcoin à des appels de marge à un certain moment. Et donc, on sait que c'est autour, pareil, de 80 000, 70 000 dollars. Et c'est vrai que sous ces seuils-là, ça peut entraîner des ventes en cascade. Et elle aurait dû potentiellement liquider certaines positions de Bitcoin. Mais voilà, quand on parle de plusieurs milliards d'un coup de dollars, forcément, ça a un impact sur les cours. Donc aujourd'hui, voilà, ce risque-là a été écarté. On est dans un environnement aujourd'hui de consolidation entre 80 000 et 100 000 dollars. Euh, nous, de notre côté, on reste positif hein, sur la classe d'actifs. Bitcoin et Ethereum principalement, par rapport aujourd'hui à l'adoption et autres. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se situe un petit peu à mi-chemin autour de 90 000 dollars parce que on a eu des plus hauts autour de 125 000. Nous, on voit quand même des planchers autour de 65-70 000 dollars. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une position d'attente, hein. Soit on descend en dessous des 80 000, voire proche des 70 000 dollars, où là, ça serait des opportunités d'achat selon nous. Ou pour l'instant, on se laisse porter si les marchés reprogressent. Déjà, il faudrait redépasser les 100 000 dollars pour redonner un élan haussier positif pour potentiellement se rediriger vers les plus hauts autour de 125 000 dollars. Maintenant, ce qui est intéressant pour finir, dans cet écosystème, on va dire, crypto et technologie blockchain, hein, puisqu'on ne parle pas que de crypto, mais aussi de technologie, c'est l'essor des stablecoins et des opportunités de rendement qui ont émergé en 2025. Donc, on a eu une très très forte augmentation des stablecoins dans les usages de paiement, mais aussi dans les usages, j'ai envie de dire, d'épargne et financiers puisque on a vu notamment BlackRock, encore une fois, hein, qui a émis euh, une crypto qui s'appelle Build, mais qui est simplement en fait le reflet de leur fonds
T-bills, hein, de dette américaine court terme. Donc on voit que finalement aujourd'hui, dans le monde des cryptos, on peut également construire un portefeuille avec des rendements qui proviennent de la finance traditionnelle, hein, des bons du Trésor américain et d'autres stratégies aussi. euh, D'autres stratégies. Et sur la slide d'après, on voit que bah, aujourd'hui, le marché des stablecoins est autour de un peu moins de 300 milliards, mais du coup en très forte augmentation, et que le marché en fait des rendements dans l'écosystème crypto est autour de 20 milliards. Donc voilà, on a aujourd'hui euh, une croissance très forte sur cette thématique-là de rendement. Dans les rendements, il y a vraiment on va dire, à boire et à manger, hein. Il y a vraiment beaucoup de stratégies qui peut être du simple une exposition aux treasury, à la dette américaine court terme, jusqu'à des stratégies de plutôt hedge fund avec du long short equity delta neutre, enfin long short delta neutre sur les cryptos. Donc ça reste aujourd'hui un univers qui a énormément évolué, notamment en 2025, avec de plus en plus d'opportunités. Donc on n'a pas, voilà, c'était juste pour faire un message, on n'a pas que du Bitcoin, mais aujourd'hui, on a aujourd'hui ces opportunités de rendement qui bah, commencent à avoir des tailles, alors, certes petites par rapport à la finance traditionnelle, hein, mais aujourd'hui qui ont une tendance très forte en termes de croissance d'encours. Euh, donc voilà un petit peu. Et puis le dernier slide pour donner un exemple, hein, par exemple, chez Lediti, nous, on a construit un produit justement sur ces sujets-là euh, qui permet de s'exposer à une stratégie de revenu-based financing opérée par un fonds d'investissement régulier au Luxembourg, hein. Mais en optimisant finalement cette stratégie sur le côté liquidité et accessibilité, puisque le fonds sur stratégie n'est pas une liquidité quotidienne, hein, puisque c'est une liquidité au mieux mensuelle, mais nous, en construisant avec un buffer de liquidité, on offre en fait, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment, mais une liquidité quotidienne, voire instantanée. Euh, et un rendement attractif de 9% aujourd'hui par an. Et là encore, une fois, un rendement distribué au quotidien et pas forcément un rendement distribué une fois ou deux fois par an. Donc l'objectif, en fait, finalement, de combiner la finance traditionnelle avec la technologie qu'il peut y avoir derrière la technologie blockchain, c'est vraiment de construire des produits d'épargne conciliant la robustesse de la finance traditionnelle et des offres qu'on peut avoir avec bah, finalement la flexibilité en termes de flux financiers que peut offrir l'utilisation de la technologie blockchain. Donc voilà, donc on crée vraiment des produits hybrides entre les deux mondes et qui, selon moi, va vraiment se démocratiser en 2026 parce que bah, ça en fait finalement des produits très attractifs. euh, qui sont basés sur des produits, j'ai envie de dire, de finances traditionnelles également. Donc voilà un petit peu pour le panorama, aussi bien point marché que focus un petit peu stablecoin et opportunité de rendement dans ce marché-là. J'espère que j'ai pas été trop long. Jean-Marc, voilà, pour laisser la place à Yufeng. Yufeng, c'est bah, peut-être à toi maintenant. Ouais, je peux reprendre si Jean-Marc Je te laisse. Ouais. si Jean-Marc n'a rien à ajouter, je vais reprendre Jean-Marc s'est le. assoupi. Mais je ne rajouterai rien au propos de Cryptoman. Non, mais parce que j'anime une conférence sur les marchés financiers sur Internet en même temps. Voilà, donc je t'embrasse. Alors, je te Bon, je laisse prends le relais. le Tout le floor. monde m'a entendu, c'est cool. Ouais, c'est vraiment les pièges du direct. Pas de souci. Bah, je te laisse le Je vous floor. fais toutes mes excuses, mais j'ai dû répondre à un appel, à un appel d'un vieux client et ami. Voilà. Donc c'est reparti. Ça fait partie des impondérables du direct et d'être multitâche. Super. Liu Feng, tu peux y aller. Et je ferai en Merci sorte de beaucoup, plus Jean-Marc. déranger. Ah, ok. Bah, merci beaucoup. Bon, je prends le relais. L'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir vous aider un peu à construire, voir comment on peut construire un conseil financier en quelques clics. Donc, vraiment augmenter la qualité de votre conseil auprès de vos clients et en passant moins de temps. Donc, faire plus en moins de temps. Un petit rappel, hein, donc l'outil de InvestBoard a été conçu justement avec cet esprit-là, c'est-à-dire pouvoir vous aider à accélérer, booster votre business de l'activité du conseil financier.
Et pour ça, on a construit un outil qui est centré vraiment avec l'esprit autour de client final. Qu'est-ce qu'il va recevoir en termes de qualité du conseil et qu'est-ce qu'il va pouvoir comprendre justement afin qu'il puisse accepter plus facilement ce conseil financier que vous allez le faire. Et deuxième esprit, c'est bah voilà, en fait, le conseil financier, c'est un métier. Voilà, c'est très complexe, la finance, l'investissement. Donc souvent, bah, on passe beaucoup trop de temps. La ROI, la rentabilité, bah, ça génère comment dire, un revenu récurrent pour le conseiller en général et pour votre métier. C'est complémentaire, hein. Mais la barrière technique fait que bah, la rentabilité avec le temps est absolument pas là. Donc voilà, nous, on a construit deux modules, hein, je dirais. Premier module, c'est l'aide à la décision, l'aide à la construction. L'idée, c'est de vous aider à construire des conseils très robustes dans le temps en quelques clics. Voilà. Et ensuite, le deuxième module, hein, c'est vraiment l'aide à l'accompagnement. Comment ce conseil financier, je construis sur la plateforme, je peux ensuite le mettre avec des arguments, avec de modules d'explication afin que mes clients puissent prouver ma pertinence. Donc pour ça, aujourd'hui, bah, je vais avoir trois parties de ma présentation. Première partie, c'est vous montrer un peu comment on peut faire le diagnostic d'un portefeuille, du portefeuille d'un prospect ou d'un client, et lui montrer un peu dans quoi il investit, quelle est l'espérance de rendement qu'il peut avoir à l'horizon de son placement, et surtout quel est le risque qu'il peut entreprendre avec ce portefeuille qu'il a déjà. Et ensuite, quel est le potentiel piste d'amélioration qu'on peut faire avec ce portefeuille existant. Alors, pourquoi je fais cette démonstration? Parce que d'après nos utilisateurs, hein, beaucoup nous ont dit que grâce à cette capacité de faire le diagnostic de portefeuille de clients qui existe ailleurs, hein, bah, ils ont réussi à gagner leur confiance et bon, bah, soit il y en a certains qui fonctionnent, c'est-à-dire bah, du coup ils ont récupéré de nouveaux encours beaucoup plus facilement, et d'autres, hein, bah, ils ont réussi carrément à gagner le mandat s'ils veulent faire la démarche de transmission du mandat. Voilà, ça c'est la première partie que je vais faire. Deuxième partie, c'est on va faire justement l'outil d'aide à la décision. C'est comment sur Investboard, on peut faire une révision de revue de ce qui s'est passé sur le marché en 2025. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Rapidement, on peut identifier pourquoi. Et ensuite, on déduit potentiellement une perspective pour 2026. Voilà, tout ça avec une contrainte de temps, on va faire. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que... Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super, Émilie. Alors ici, ce que je vais faire, le premier cas, c'est vraiment introduire le portefeuille d'un prospect ou d'un client qui n'existe pas, qui n'est pas encore suivi sur la plateforme. Je l'avais pas introduit auparavant. J'importe par un fichier Excel. Voilà. Le client me dit, ça sera un portefeuille en quantité et libellé en quantité ou pas. Donc, c'est très simple, hein, des easing avec des values, soit c'est en euros, soit en quantité. J'ai introduit un portefeuille, vous allez voir, assez classique. Si j'en ai. Voilà, c'est un portefeuille qui contient de fonds JP Morgan Technologies, Schroder, AXA sur la matière or, comme Gest, Varenne, fonds euro Cardiff. Donc, c'est un contrat Cardiff, comme vous l'avez compris, avec des fonds qu'on voit assez souvent sur le marché. Ah, je vais l'appeler Dodo pour diagnostic, hein. Le client me dit, bah, en général, son prestataire, jusqu'à là, lui a dit, souvent c'est le banquier, son profit de risque c'est autour de 3 sur 7 équilibré. Voilà. Pour le moment, je me contente de noter l'information. Voilà. Et je confirme. Et je vais faire un diagnostic pour lui, au lieu d'intégrer pour le portefeuille tout de suite. Et justement, je vais lui expliquer mon client, son investissement avec son horizon d'investissement et son portefeuille. Qu'est-ce qu'il peut attendre comme retour sur investissement? Qu'est-ce qu'il va avoir comme risque à l'horizon et dans quoi il investit.
Première chose, l'outil me fait un audit de profil de risque. C'est extrêmement important d'un point de vue compliance réglementaire. Bah, là, l'outil me dit, vous avez renseigné le portefeuille, le cible de risque, profil de risque, c'est 3 sous 7, équilibré. Or, moi, ce que je détectais, il est plutôt sur un profil dynamique. Je valide pour le moment ce profil-là. Mon client me communique comme quoi le portefeuille il a un peu 100 000 euros environ. Il continue à verser 1 000 euros par mois sur le portefeuille. Il reste 8 ans et le frais qu'il paye en ce moment depuis un peu quelques années, c'est 1%. Alors là, je suis capable d'expliquer à mon client tout de suite, sur tout au long de son horizon d'investissement, il va investir 196 000 euros, donc autour de 200 000 euros environ, avec le point scénario central à l'horizon net de frais. Pour 54% de probabilité, il peut s'attendre autour de 70 000 euros de gains. Donc, ce qui va lever potentiellement son capital de 200 000 euros vers 273 000 euros. Voilà. Donc, un beau prêt en rendement 5%, 5,5% par an. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, net de frais. Et dans le cas le plus optimiste, hein, pour 5% de probabilité, il peut avoir jusqu'à 200 000 euros, 250 000 euros de gains potentiels, hein, donc lever son capital, presque doubler son capital. Donc ça, c'est supposons qu'on arrive à générer net frais 13% sur 8 ans. Bon, dans les 8 ans passés, ce qui s'est passé un beau près, hein, si on investit sur des actifs, si on a fait des bons investissements sur le marché. En revanche, on a dans un scénario pessimiste, hein, toujours pour 5% de probabilité, autour de 24 000 euros de capital en risque, c'est-à-dire un beau près de 2% par an de perte. Donc ça me ramène un capital en dessous de mon investissement initial. Donc ça, avec une structure d'investissement bien expliquée. Et le frais, et ainsi de suite. Donc en général, ce que moi j'ai vu, le retour de nos utilisateurs, nos clients, c'est que lorsqu'ils présentent ça, alors, comment dire, euh, leur investisseur, c'est-à-dire le trois scénarios le plus représentatif qui explique la performance et le risque potentiel. En plus, une projection de tous les scénarios parmi le 3, hein, entre le 3, et quelque part, une explication, une analyse de dans quoi il investit, ce soit par classe d'actifs ou par sous-catégorie. En général, bah, le client est très content parce que normalement, il n'a jamais eu toutes ces informations, toutes ces prestations d'accompagnement auprès de son prestataire actuel, précédent. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Vous voyez, en deux, trois clics, on est capable de faire un audit de portefeuille extrêmement pertinent qui est capable de satisfaire, non, déjà, faire comprendre notre client final et satisfaire ce client-là parce que on lui donne des informations utiles, pertinentes et qu'il n'avait jamais eu vues auparavant. On poursuit cet audit. Non seulement on a réussi à savoir à peu près une vue globale sur le portefeuille, maintenant on rentre un peu dans le détail. Bah, c'est un portefeuille, on disait, ce qui est pas mal, net frais autour de 5,5% par an capable de proposer. Et on voit que ici, ce qui pourrait marcher le mieux, c'est le fonds comme geste qui propose un peu près de 10% sur croissance mondiale. Donc, c'est net de, comment dire, avec le taux de change intégré en moyenne de 10% par an. Bah, c'est sur action, ce qui est assez logique. Dans le cas le plus pessimiste, au plus de 8 ans, on peut avoir quand même autour de 1% par an. Et par contre, ce que je vois, le mauvais garçon, bah, le bon garçon, c'est comme geste. Le mauvais garçon, c'est, pardon, j'ai cliqué trop vite. On ne va pas aller voir le fond de JP Morgan, hein. Je refais la simulation. Pardon, je fais trop vite. Je reviens. Voilà. Donc, est-ce que j'ai toutes les informations? Je fais un peu vite tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire, je remets le niveau de frais. J'étais en train de dire que le mauvais garçon dans le portefeuille, c'est Schroeder, parce que pourquoi c'est un mauvais garçon? Il a plus de risques que le fonds euro, et il contribue, à part le cas le plus optimiste, hein, il contribue beaucoup plus de risques, moins de performance que le fonds euro. Voilà. Donc, en plus, le scénario pessimiste, il fait perdre le capital à l'horizon. Donc, voilà. Donc ça, c'est
diagnostic, on peut s'arrêter là, quelque chose, une vue globale et une vue détaillée pour comprendre qu'est-ce qui a fait fonctionner le portefeuille, qu'est-ce qui n'a pas fait fonctionner le portefeuille. L'étape suivante, naturellement, c'est que le client final va demander, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? En général, encore une fois, je capitalise sur tous les retours des expériences de nos CGP, leur savoir-faire. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que à cette étape-là, il faut surtout pas bousculer, comment dire, le client final pour qu'il voit pour la première fois ou deux, en lui proposant de chambouler le portefeuille entier, tout changer, parce que là, il va croire qu'on va essayer de lui vendre quelque chose dont qu'il comprend pas. La meilleure façon de dire, voilà, on va procéder à une petite amélioration sur le mauvais garçon et en tout en restant un thème, pas du tout changé, ses thématiques d'investissement. Donc pour ça, on ne touche rien à part le fonds qui est le moins bien dans le portefeuille. On va essayer de chercher un fonds top concurrent de ce fonds-là, exactement dans la même thématique, c'est de l'Europe à action dividende. Et on va chercher dans l'enveloppe du client ou dans mon enveloppe que je vous vends à mes clients, ça dépend de votre cas. Ici, je prends Cardiff Elite. On peut trouver facilement, sachant que InvestBoard référence tous les contrats éligibles pour le CGP, mais également tous les contrats éligibles dans la banque. Donc, ce qui vous permet de faire la comparaison de vos produits et le mettre en valeur facilement ou faire des audits. J'ai même des clients qui ont développé une activité de conseil qui facture à l'honoraire. Donc, le client vient pas chez lui, continue à rester chez la banque et c'est lui qui va donner le conseil d'investissement en contrepartie d'un honoraire. Voilà, là, je prends le contrat pour chercher des fonds concurrents dans ce fonds-là. Je vais optimiser un fonds qui propose le meilleur rendement sur 8 ans, minimum 3 ans d'ancienneté de track, supérieur à 8 ans jusqu'à. Je peux mettre deux choses, parce que mon client est sensible à tout ce qui est finance durable, etc. Voilà, je peux mettre plus de contraintes possibles rapidement. Là, il m'a proposé un fonds Exane Equity sur les dividendes, exactement dans le même thématique de l'action, éligible au contrat Cardiff Elite. Je vais simuler de basculer tous les poids là-dessus pour voir l'impact, la différence. Je confirme. Il me demande de revoir quelle est la méthode de diagnostic qu'on peut voir. Ben, on va continuer sur la simulation horizon pour revoir ensuite la simulation historique, ce que ça peut apporter comme impact sur les 5 dernières années. Là, ce que je vois, je ressaisis les mêmes informations que tout à l'heure, parce que, en fait, l'outil, c'est pas si je voulais faire deux choses, ou je vous donner les mêmes informations, je veux garder exactement mon niveau de frais pour que ça reste comparable, euh, le diagnostic, l'amélioration. Ce que je vois, c'est qu'en changeant une ligne, le mauvais garçon du portefeuille, je réussis à montrer à mon client que je suis capable d'améliorer le rendement moyen dans le scénario central de 1% net de frais. Et scénario optimiste aussi, mais là, il y a une nette amélioration sur le côté pessimiste. Que j'ai eu une amélioration autour de 10 000 euros de potentiel de perte potentielle. Voilà. Et je lui explique, montre la différence de 2 dans le scénario central. Voilà. Vous pouvez choisir le scénario que vous voulez montrer. Je suis capable de lui montrer que dans cette amélioration-là, quels sont, vraiment par la contribution de différents actifs ou catégories de fonds que je propose. Ici, par exemple, parce que je montrais sur action, avant l'amélioration, dans le cas pessimiste, il peut faire perdre jusqu'à 2% à l'horizon, 2% chaque année, c'est quand même pas mal. Et par contre, là, depuis après l'amélioration, j'ai réduit cette perte potentielle annuelle de moins 1%. Voilà. Donc, c'est quand même quelques clics en une minute, c'est quand même une amélioration considérable. Et surtout, là, je réussis à lui montrer que en changeant quasiment pas du tout ces thématiques de l'investissement, je fais une amélioration et je fais un diagnostic, je fais une amélioration en fonction de ce diagnostic-là. Voilà. Donc, c'est la première façon de vous montrer comment, avec l'outil, on peut gagner du temps, gagner la confiance du client, ainsi booster la croissance, les encours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de notre utilisateur CGP qui nous disent cette fonctionnalité, ce parcours qu'ils ont utilisé en courant 2024-2025, les a laissés vraiment faire accroître leur business de manière assez considérable parce que il y a quand même un gain de productivité et de gain de confiance
grâce à ce parcours et l'outil. Voilà. Donc, bon, certains d'entre vous peut-être vont dire que, Yufan, vous avez pris un portefeuille, vous avez préparé un portefeuille qui a l'air sympa, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et, l'amélioration là-dessus, c'est assez simple. Vous avez tout à fait raison. Donc, ce que moi, je vais préparer, c'est faire quelque chose d'un peu plus challenging pour voir où ce pour l'outil pour nous on peut pousser. Ce que je fais, c'est je reprends le portefeuille. Le portefeuille qu'on a construit tous ensemble tout au long pour une question d'éducation, le portefeuille modèle équilibre tracker, et portefeuille équilibré binaire dont vous avez après, je vais le comparer ce portefeuille-là avec un portefeuille composé uniquement de trackers équilibrés et ensuite de voir comment on peut l'améliorer, ce portefeuille-là. Donc, si on regarde la dernière année, notre portefeuille tous ensemble commun, composé de fonds de stars, de tous les assets présents. On a le violet sur la dernière année, c'est la performance du portefeuille modèle qu'on a construit pour ce webinaire. Et le vert, c'est le portefeuille modèle composé de trackers MSCI World et comment dire, Global Bonds, tout confondu, donc de deux trackers. Vous voyez, donc c'est un portefeuille qui a réussi à proposer l'année dernière un beau prêt, 13% de performance, net de frais de fonds, évidemment. Avant le frais de contrat. Mais bon, on enlève le frais de contrat autour de 1%, on reste quand même 10% autour pour le client final. Je vais prendre ce portefeuille-là, justement. Je vais faire une amélioration. Euh, voilà. Je vais faire quelque chose assez challenging. Je vais essayer de dire, je vais améliorer ce fonds-là en remplaçant un autre fonds, en remplaçant le tracker MSCI World par un autre fonds de sa catégorie. Exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc ici, ce que vous pouvez voir, hein, c'est assez simple chez nous. Il y a tout est clair, tous les outils sont dans une boîte. On a les outils diagnostiques pour vérifier le profil de risque et vérifier, tester le portefeuille dans différents types de simulations. Et on a outils allocation qui vous permet d'optimiser votre allocation. Soit on va chercher l'optimiseur pour optimiser le poids, la répartition de poids. Soit on peut utiliser le top fond pour aller quelque chose, trouver de fonds le meilleur fonds dans différentes catégories ou par rapport au mien, qui sont déjà existants, qui existent déjà dans mon portefeuille, de manière en quelques clics. Donc, je change je clique et challenger le mien. Je vais cliquer, choisir le fonds euh, tracker. Voilà. Je vais choisir un fonds exactement dans la même catégorie que lui. Et là, je vais changer un peu. Je vais chercher le contrat Himalaya d'Alliance, Generali. C'est un bon contrat aussi. Je fais pas de pub pour les assureurs. Justement, on n'est pas du tout, on référence tous les assureurs sur Terre. Voilà. C'est juste ce tout contrat qui vient très souvent. Et là, pareil, je vais garder exactement le même critère comme on l'a vu tout à l'heure, sur rendement sur l'horizon 8 ans et minimum track 3 ans. Sachant que vous pouvez aller chercher des fonds un peu plus jeunes, hein, si vous avez envie de découvrir des choses un peu tout nouvelles, enfin, avec peut-être moins prouvées, mais en tout cas qui peut avoir des innovations. Là, il me propose un fonds Groupama. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Mais, j'avoue que c'est pas Groupama, c'est pas la maison que je regarde le plus souvent. Moi, c'est côté billets de soit de boutique, soit de très grandes maisons. Je vais basculer le poids, simuler le basculement de poids juste pour voir l'impact, sachant que c'est pas définitif, hein. Je vais tout simplement confirmer. Je continue à regarder l'horizon. Je remets le même frais pour que ça change pas la même chose. Peut-être pas 11%, on n'arrive pas à ça. Ce que vous pouvez voir, c'est que le portefeuille équilibré webinaire qu'on a construit ensemble, il est capable d'offrir 6%, voire 7% net frais. Donc, c'est vraiment un très bon portefeuille. Et en revanche, en remplaçant le tracker à 100% par le fonds qu'on a regardé ensemble, il est capable d'améliorer presque 2% ce niveau-là. Et surtout, dans le cas pessimiste,
il est capable de réduire le risque à l'horizon de l'investissement 8 ans de manière considérable. Voilà. Donc là, on va justement voir la contribution de ça par classe d'actifs. On voit sur l'ancienne amélioration de notre portefeuille webinaire comme modèle. L'action, dans le pire des cas, à l'horizon, fait perdre 1% par an, ce qui est vraiment pour moi déjà très honorable dans le cas pour un scénario pessimiste, alors que avec un clic qu'on a fait pour l'amélioration, on est capable de ramener, c'est dans le cas pessimiste, même à un niveau quasiment flat, hein, un peu plus positif, mais bon, on est dans l'ordre de grandeur, hein, il faut pas prendre les chiffres au virgule près. Voilà. Vous voyez? Bon, on peut améliorer justement, vous pouvez voir, bah, ça c'est un côté pour, je reviendrai sur la méthodologie, sachant que toute la méthodologie c'est expliqué dans l'outil et dans le document, ça peut être généré. Vous pouvez vous dire, c'est pour le client. J'ai quand même envie de voir sur les 5 dernières années, 10 dernières années, quel est le comportement comparé entre les deux. Ben, on va justement voir, on va regarder dans l'outil diagnostic, on regarde les simulations historiques, on compare avant et après, on va regarder euh, les 5 dernières années. Ben, en violet, c'est l'amélioration. En vert, c'est l'ancienne allocation qui est notre portefeuille webinaire que je défends encore, qui est déjà très très bien. Et si on regarde sur 5 dernières années, entre les deux portefeuilles, qu'est-ce qui aurait fait la différence? On aurait une différence de plus de 1,5. Alors, sachant que ici, je fais un aparté, c'est très important, c'est qu'on a remplacé un tracker qui est censé de livrer plus avec le moins de frais par un fonds qui est actif, qui est censé d'avoir plus de frais. Mais ici, c'est la performance nette de frais de fonds. On voit que malgré ça, on a plus 1,5 d'amélioration. Et sachant que c'est pas deux fonds comparés 100%, c'est vraiment l'impact sur le portefeuille. Donc, pour ceux qui sont soucieux, qui travaillent aussi sur la question de value for money, vous voyez, l'outil, c'est que pour apporter l'impact, vous choisissez un fonds actif, hein, pourquoi, par rapport à un passif, bah, il apporte plus de performance nette de frais. Voilà. Voilà, voilà, donc ça, c'était première partie de comment je peux construire avec InvestBoard un conseil diagnostic de portefeuille pour mes clients rapidement. Maintenant, je vais faire en cas pratique, commercialement, qu'est-ce que je peux envoyer à mes clients, une proposition. Bah, là, je vais étendre le profit d'un client. Mon client, bon, c'est mon nom. C'est 1 million, c'est exactement le montant de ma fortune. Hein, vous voyez, je suis très riche. Je peux lui proposer, faire une proposition de nouvel investissement. Il a une nouvelle en cours, il a envie d'ouvrir une nouvelle assurance vie, PER, PEA, je ne sais pas. Je vais faire ça. Le client me dit, il a de nouveau 100 000 euros à proposer. Chaque année, chaque mois, il peut mettre 1 000 euros encore, avec lui mettre le frais 1% environ. Voilà. L'horizon d'investissement, toujours 8 ans, tout ça, c'est pré-rempli, a priori, parce que vous avez le profit de client déjà saisi. Là, je vais tout simplement lui proposer un portefeuille modèle que je construis pour, bah, c'est un conseil pour que je connais le profil de ce client. Bah, on va choisir justement notre portefeuille star euh, qu'on a construit pour le webinaire, hein, qu'on a dont on n'a pas validé l'amélioration parce que je n'ai pas envie de polluer le webinaire, le contenu du webinaire. Je vais choisir ce portefeuille-là. Voilà. Ce qu'il me fait, il a, avec 100 000 euros, il a tout calculé. Le portefeuille modèle, le poids, la location, ce qu'il faut investir, dans quoi il faut investir, etc. Voilà. Tout est calculé. Je vais voir justement confirmer la simulation. Trop vite. Ce qu'on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, net frais, il est capable de proposer 6%. Pardon, excusez-moi, je fais quelque chose trop vite. Vous avez envie d'expliquer ce portefeuille au client. Dans ce cas-là, mais vous n'avez pas de temps pour écrire, et surtout écrire quelque chose, même moi, gérant pendant 16 ans, 17 ans, c'est toujours compliqué d'expliquer, faire une rédaction, explication de portefeuille qu'on ne connaît pas, quand on sait que le client finance souvent a une compréhension, une culture financière assez faible. Donc, je vais demander à IA de m'aider. Alors, IA d'InvestBoard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le portefeuille. Il va construire le raisonnement. Ici, principale mission, c'est minimiser l'effet de l'hallucination. Voilà, c'est très important.
Et enfin, il va construire l'argument, il va dire quel est l'objectif du portefeuille. Voilà. Il va nous expliquer la répartition, l'allocation du portefeuille. Il va expliquer le profil de risque au client. Voilà. Donc, première chose. Je vais revenir sur simulation. Pareil, il y a une simulation qui est assez ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Je ne vais pas faire redire ce qu'on a dit. L'important, c'est ici, pareil, je peux demander à l'IA de reprendre le portefeuille, reprendre le simulation et ensuite expliquer la simulation. Donc, la différence ici par rapport au précédent, c'est qu'il va reprendre la structure d'investissement pour expliquer au client les profils de risque, hein, et le résultat de simulation dans différents scénarios. Voilà et faire un rappel risque et conclusion pour être sûr que vous n'avez aucun problème de miscompréhension de la part des clients. Pareil, sur la contribution dans différents scénarios, l'intérêt dans quoi il faut investir, hein. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez expliquer, soit par fonds, soit par actif. Là, je prends actif, c'est tout simplement le grand trait de l'intérêt des actions, l'intérêt des obligations, etc. Par rapport au portefeuille, pareil, je peux demander une explication. Il y a Investor de m'expliquer. C'est un agent qui va reprendre le portefeuille, qui va faire la simulation, lire la simulation, ensuite construire un argument qui est assez limpide pour le client final. Voilà. Tout ça est prêt. Je vais générer un PDF. Je peux nommer. Je oubliais de préciser tout à l'heure, toutes les explications générées par l'IA, c'est qu'un input initial. Donc, vous pouvez complètement personnaliser comme vous voulez. Et là, la génération PDF, il prend un peu de temps. C'est presque peut-être la chose qui prend le plus de temps sur notre outil. Sinon, tous les calculs, tout ça, c'est avec une infrastructure assez costaud. Donc, ça prend, comme vous avez vu, très, très peu de temps. Là, on peut continuer, on a généré le PDF, on peut continuer à modifier encore et revenir jusqu'à le PDF nous satisfait, le résultat, je dirais. Et là, je peux finaliser la proposition et ce que je vais montrer à mon client, envoyer à mon client, c'est, il investit de temps, tout au long de son durée de 8 ans, il pourra avoir une potentielle performance à ce niveau de grandeur, avec un capital potentiel à environ, avec un disclaimer évidemment dans l'annexe, la structure d'investissement, voilà, l'explication de ce portefeuille-là, l'objectif, répartition, allocation, profit de risque. Et attention, retenir vraiment important sur le risque maximal, la comparaison de différents scénarios, voilà, mise en évidence pour le risque et la performance. Le scénario autre, l'explication de scénario qui est contextualisé et l'allocation, ça, c'est des choses qu'il va expliquer, hein, vous avez vu, hein, donc je ne vais pas me tarder là-dessus. C'est très important pour vous. Le plus important, c'est que le client va avoir la liste de fonds et surtout, pour vous, le plus important, c'est il va savoir, vous et aussi, quels sont les montants chaque ligne que je vais investir, hein, et pour mettre dans le portefeuille. Voilà, là, il y a 6 000 euros de liquidité que je vais mettre à côté. Voilà ça. Et avec ensuite, à la fin, la méthodologie de la simulation, que ce soit hyper clair pour le client et le disclaimer, tout ça. Comme quoi, la performance passée ne prédit pas le futur, etc. Voilà ça, ce qu'on peut faire avec InvestBoard en termes de construction de conseils et l'aide à l'accompagnement client final très rapidement ici, jusqu'à de l'amélioration, l'outil de portefeuille jusqu'à l'amélioration. Voilà. Jean-Marc, est-ce que je pourrais avoir encore 5 minutes pour expliquer un peu ce qu'on peut voir comme revue du marché en 2025 sur la plateforme où on arrive un peu à la limite du temps là. Non, Youfeng, tu peux prendre 5 minutes et puis si tu peux nous dire aussi quelles vont être les futures améliorations dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, ça Ah peut être oui. très intéressant. C'est vrai. Bon, dans ce cas, je vais faire parler d'abord des améliorations là. Première amélioration pour tous nos clients existants, déjà très important. Vous voyez là, c'est un outil en ligne. Dans précisément de la semaine prochaine, tous les clients vont bénéficier d'un service hors ligne autre que la formation. Et je tiens à préciser, chez nous, la formation elle est gratuite, hein. Contrairement à d'autres prestataires où dont la formation est payante. À partir de la semaine prochaine, tous les clients vont pouvoir recevoir chaque mois une thématique. On va traiter une thématique de fonds, catégorie, stratégie. Pendant 4 semaines, hein, toutes les semaines, vous allez recevoir une analyse sur le top fonds de cette catégorie, mais de différents angles. Ça peut être sur le risque,
Ça peut être sur le rendement espéré selon des méthodes un peu costauds par IA. Ça peut être sur la performance passée 5 dernières années, 3 dernières années. Et voilà, donc du coup, ça vous permet, pendant un mois, ça vous permet vraiment d'avoir une vision sur le meilleur fonds, évidemment, dans différents univers, ce contrat assurance vie ou contrat luxembourgeois. Et vous disposez un lien, vous cliquez dessus, on va pouvoir, vous allez pouvoir visualiser directement pourquoi cette proposition. Voilà, donc à partir du mois de la semaine prochaine, c'est ça. Et ensuite, le mois qui suit cette année, c'est vraiment le renforcement de l'IA. Comment l'IA peut vous aider encore à faire plus vite le calcul de construction de conseils, comment vous aider encore à construire l'argument pour vous plus facilement. Et vous allez pouvoir encore, l'objectif vraiment, c'est à la fin d'année, presque tout est automatique pour vous. Évidemment, vous restez le maître du contrôle final. Voilà, voilà, ça c'est vraiment le corps fonctionnalités qui vont venir cette année. En termes comment dire, revue de 2025, je vais faire rapide parce que juste pour mettre quelque chose qui sont hyper importants à préciser. Euh, on a, cette année, je vais faire un focus là-dessus, c'est sur les actions. Les obligations, on pourrait faire une séance. Nous, ce qu'on peut voir sur les actions, vous allez voir, si je rajoute une question, c'est assez simple, hein, action globale. On va voir ce qui a fonctionné euh, 2025. Là, l'action globale, en un clic, vous allez pouvoir avoir tous les composants, sous-composants de l'action globale en style, évidemment. Et ce qu'on peut voir, c'est en 2025, je vais chercher la date précise pour être sûr qu'il n'y a pas il y a décalage, etc. Du 31 2024 jusqu'à 31 2025. Voilà. Je veux voir qui est le champion et qui est le perdant. Parce que je vois là, c'est que, en fait, le champion de 2025 sur l'action globale, c'est Value. En moyenne, tous les fonds, la performance de tous les fonds, c'est autour de 12%. Voilà. Net l'effet d'échange. On reviendra sur l'effet d'échange plus tard. Et par contre, ce qu'on voit, que par rapport à la croissance, donc le style opposé, qui est à 3%. Donc l'écart, on en parle très peu dans la presse, mais l'écart en 2025 entre deux styles, c'est énorme. C'est vraiment la revanche de value en courant 2025. Bah, début de l'année, nous, on a fait un papier Investboard. On est très, très boule sur le value, hein. Donc voilà, là, ça, c'est pour voir 2025, ça a été vraiment le cas encore. Pourtant, le constat est assez choquant. On n'a pas pensé qu'à la fin d'année, ça aurait fait autant de différence. Là-dessus, on a une petite vue, c'est qu'on pense que la value en 2026 va continuer à surperformer pour les raisons suivantes. Première chose, c'est que tout ce que fait Trump c'est quoi? Il va faire baisser encore le prix du pétrole potentiellement avec le Venezuela. De toute façon, ce sont nos objectifs. Avec le changement de mandat de la Fed, il va nommer quelqu'un qui va l'aider à faire baisser le taux. Voilà. Taux court, notamment. Et tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser le coût de production pour des industries classiques, donc qui sont souvent values, et on va faire pontifier la courbe US. Aussi, quand la courbe de taux est très pontifiée, c'est très très favorable pour le value. Donc, de l'autre côté, sur la croissance, quand la croissance est un composant tech et les gens ont une peur, hein, quand même une crainte sur la survalorisation de la technologie, je pense autour de débat, ça va dominer au cours de 2026 cette survalorisation, mais en tout cas, les gens vont être précautionneux sur la croissance, sur la tech. Ce qui fait que cette surperformance de value par rapport à la croissance va certainement durer, en tout cas en T1, en S1 2026. Voilà. Ça, c'est
notre vue. Après, le temps est limité. Je vais faire une deuxième chose qui est très importante, qu'on peut constater sur l'outil qui est important pour le conseil, qu'on doit absolument intégrer dans notre accompagnement de clients, c'est l'effet échange. Voilà. L'effet échange, c'est que on va regarder action, par exemple, technologie. Et en euros, on va la regarder. Voilà. Je ne sais plus écrire, hein. C'est texte CH. Vous permettez. Voilà. Je vais le comparer avec l'effet devise USD. Voilà. Donc là, en général, comment dire, là, les entreprises tech est libellé. Juste pour faire un petit constat là-dessus. En performance nette, on a le tech, le fonds de tech en dollars, donc en général les entreprises tech, ont délivré 18% de performance en dollars. Et quand pour les investisseurs en euros, donc le français, et souvent on dit, ah, le Nasdaq a performé, pourquoi j'ai vu que ça? En plus, on a eu que 6-7%, que 7%. Mais une fois, après net frais, on n'a que 3-4%. Voilà. Vous voyez, c'est important. Je veux souligner, je n'ai pas besoin d'apporter plus d'explications parce que je l'ai fait visuel. Ce que je tiens à préciser vraiment dans le conseil que vous faites, hein, il faut prendre en compte cet effet d'échange, notamment dans la diversification. Parce que quand on fait de la diversification, c'est géographique. Et ça, c'est un point clé de la lecture, de la performance et de l'effet de performance dans la diversification. Sans ça, vous risquez d'avoir des reproches de clients qui sont pas contents parce que vous lui avez pas expliqué, enseigné, éduqué cet aspect qui peut avoir un impact assez important sur la performance, notamment dans un monde, pour moi, aujourd'hui, qui est de plus en plus confiné, chacun pour soi. Donc, la guerre de devises, la guerre de Forex implicite, soit par la politique monétaire, soit par la politique budgétaire, vont être omniprésents. Voilà, voilà, je finis ma présentation. Tout ce que c'est pas tout ce que vous pouvez voir sur l'Investboard, mais une bonne partie qui est assez essentielle pour le conseil d'aujourd'hui. Jean-Marc, je te repasse, je ne sais pas si tu es encore là. Youfeng, je te remercie parce que c'est un véritable outil d'allocation d'actifs. Alors, je répète pour ceux qui historiquement ne savent pas pourquoi on a fait le choix d'InvestBoard. C'est parce que en tant que praticien déjà hein, de gestion de portefeuille et puis enseignant en allocation d'actifs ou autre, j'ai fait pas mal de logiciels d'allocation d'actifs et d'information financière. Et au final, il en est ressorti que c'est le tien que j'utilise à la fois dans mes enseignements, mes Merci. formations et à titre de professionnel de la gestion de patrimoine, parce qu'on y trouve tout et avec une ergonomie extrêmement simple et facile à comprendre, même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la finance comme on peut peuvent le maîtriser certains experts ici. Je me permets aussi de rappeler que la gestion d'actifs hein, en matière de gestion de patrimoine, c'est pas du trading et c'est pas de la gestion de portefeuille en titre vif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les gens sont étonnés quand je dis que je fais très peu d'arbitrage. Pourquoi je fais très peu d'arbitrage? Parce que quand on a bien décorrélé, diversifié, pondéré correctement ou autre, nos allocations d'actifs, finalement, elles ont un scénario central hein, qui est plutôt stratégique que tactique, d'ailleurs, sauf quand on utilise vraiment du tactique très volatile sur lequel on peut bouger, mais que personne n'oublie que même lorsque vous faites rien sur l'allocation d'actifs que vous avez choisi sur vos clients, à l'intérieur des enveloppes, il y a des arbitrages tous les jours faits par les gérants, voire même souvent plusieurs gérants qui, eux, font de la gestion de portefeuille titre vif, hein, et donc ils vont aller capter les opportunités du marché. Voilà. Donc un rappel, c'est pas parce que l'allocation d'actifs du client semble ne pas bouger dans ses contrats d'assurance vie ou ailleurs, qu'il n'y a pas un vrai travail fait tous les jours par les équipes de gérants d'Amundi, de Fidelity, de JP Morgan ou d'autres. Voilà, c'est important de le rappeler de temps en temps.
Concernant la prochaine séance, on avait déjà prévu quelque chose sur la prochaine séance, Yufeng, ou on pourrait partir sur les matières premières? Prochaine séance, si Armand est d'accord, moi j'aimerais bien présenter le fond sur le long short. D'ailleurs, Jean-Marc, c'est toi qui as suggéré les thématiques l'année En dernière. plus, ça, depuis que je me Ouais. suis cassé le poignet, ça doit être les anti-inflammatoires. Non, mais on était Donc, tous ça me va d'accord, mais bien. 2026, il faut Et diversifier, il faut qu'on aille chercher un peu de l'alpha au-delà de la gestion classique qu'on l'a pas mal optimisé. Hein, le fond qu'on avait fait, on l'avait quand même, là on a mis le value, on a fait de thématiques allocation, etc. Et moi, sur le plateforme, on constate facilement le fond de Armand qui est vraiment intéressant. Moi, je trouve donc, on garde le long que tu short, ferais. Ouais, voilà. mais on fera un petit focus un peu plus appuyé sur les matières premières dans notre assemblée macroéconomique, si ça vous va, messieurs. Oui, Parfait. et d'ailleurs, moi, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a une chose intéressante, c'est matière première. Et c'est quoi? Investir sur matière première ou sur les actions sur le matière première? Ça, je Ouais, pense mais que c'est on va englober tout ça et voir quelle ouais, différence il y a, évidemment. voilà. S'il n'y a pas de questions, je laisse une petite minute ou 30 secondes pour que notre public pose des questions. S'il n'y en a pas, on pourra se séparer heureux. Ce graphique. Je regarde le chat. Pour l'instant, je ne vois rien. Non, je vais aller avec là. Bien, je vous remercie tous pour votre engagement aussi sur 2026 et je vous dis à très bientôt. Merci Merci, à beaucoup. bientôt Personne n'entend. et bonne année. À Bonne année bientôt. encore. Bye.